Démarrage. Youpi! Re-salut Candice! Recoucou Léopoldine. Hello, hello! Bonjour à tous! Merci beaucoup d'être là. On se tient compagnie pour le troisième jeudi midi d'affilée. Aujourd'hui, on a invité donc Candice, que je laisserai se présenter. Mais en tout cas, chez WebMyDeck, Candice, elle est responsable du programme graphisme. Et aujourd'hui, elle va nous présenter eh bien, le métier de graphiste. Je pense qu'il y a plein de questions, il y a plein de choses qu'on pense savoir sur son métier et où on doit se tromper. Je vois des petits messages dans le chat. Effectivement, n'hésitez pas à vous présenter, à nous faire coucou, à nous dire pourquoi vous êtes là. Peut-être que vous êtes déjà en formation chez nous, peut-être que pas du tout, peut-être que vous l'envisagez, peut-être que vous nous découvrez aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas et puis surtout à nous dire pourquoi vous êtes là. Ça aidera aussi peut-être Candice à mettre sa présentation d'une façon ou d'une autre et à prendre les bons exemples. Donc, je vous propose de vous laisser vous présenter pendant 2 petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Moi, entre-temps, je vous explique hyper rapidement comment fonctionne Livestorm. Pas de trucs délirants, hein. On a un onglet chat que vous êtes tous en train d'utiliser à bon escient, hein. C'est pour parler, faire des remarques. Si jamais Candice vous propose d'interagir avec elle, eh bien, n'hésitez pas à écrire directement dans cet onglet chat. Et à côté, vous avez un onglet questions. Donc là, comme son nom l'indique, c'est ici que vous allez pouvoir poser vos questions. Vous pouvez aussi voter pour les questions si vous voulez qu'elles soient traitées en prio. Moi, Candice, je reste là, je suis alerte sur les questions. On va essayer de les prendre tout à la fin pour pas trop brusquer ta présentation. Mais si je vois une question au milieu qui est brûlante ou qui est vraiment bloquante par rapport à la suite, je me permettrai de te couper, Candice, pour qu'on puisse la traiter en direct. Pas de souci, ça marche. Ça te va? Oui, c'est parfait. Nickel. Alors, du coup, je regarde un petit peu. Alors, on a quelques élèves WebMyDay. On a Mylène de la session WordPress. Tout. On a Benoît en formation SEO pour découvrir le métier. On a Marie qui est en formation autodidacte dans le but de devenir graphiste. Elle apprend beaucoup via des cours en ligne, YouTube et différents sites. Et on a Fernanda qui voudrait changer de métier, devenir graphiste petit à petit, combiner son travail actuel et le graphisme et avec objectif de se mettre à 100%. On a Florence qui envisage de faire la formation. Elle attend de boucler son financement. Je reste dispo, Florence. N'hésitez pas. J'adore faire les dossiers. Et, et est-ce qu'on a une dernière petite personne qui se présente avant qu'on lâche Candice? Hop, vous êtes déjà pas mal à vous être connectés. On attend encore une petite minute et puis après, on y va. On a Samira qui veut devenir web designer et qui est débutante. C'est bien, il y a plein de profils différents. Beaucoup de gens quand même qui envisagent une reconversion. Pour ceux qui envisagent la reconversion en graphisme, plutôt en freelance à votre compte ou plutôt en entreprise, en prise de poste? Je sais que tu vas traiter ce sujet, Candice. Tout à fait. Marguerite envisage la formation de graphisme en freelance. Super. Eh bien, écoute, Candice, si tu es prête, je te propose de démarrer. Virginie, comme digital, formation début 24 pour avoir des bases complémentaires sur la créa. Du coup, je te propose ouais, de démarrer, Candice. Moi, je reste là. Je vais couper mon micro et ma caméra pour ne pas te voler la vedette avec mes bruits de buvage de thé. Et puis, bien sûr, je reste là dans le chat, dans les commentaires pour remonter vos questions et réagir avec toi, Candice. Ça marche, merci beaucoup. Donc déjà, bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire sur le thème donc devenez graphiste. Donc j'imagine que si vous êtes là, c'est que c'est un domaine qui vous intéresse. Donc comme l'a dit Léopoldine, si vous avez des questions pendant ma présentation, n'hésitez pas à les poser. Si jamais Léopoldine juge qu'elles sont importantes, j'y répondrai de suite. Sinon, je traiterai toutes les questions à la fin de la présentation. Donc surtout, n'hésitez pas, ne gardez pas vos questions. C'est important que vous puissiez avoir vos réponses aujourd'hui. Donc, je vais commencer. Donc, je suis Candice, je suis graphiste indépendante. Donc moi, je suis spécialisée dans la création d'identités visuelles.
donc tout ce qui est création de logos, de chartes graphiques et de supports de communication. Et en plus, je suis formatrice chez WebMyD et je suis donc responsable de la formation graphisme. Donc WebMyD, c'est une école digitale qui propose des formations à distance. Donc on a plusieurs types de formations et aujourd'hui on va donc parler de la formation graphisme et de ce domaine-là. Donc les atouts de WebMyD, c'est qu'il y a vraiment un programme d'accompagnement de 2 mois. Donc c'est les formations qui sont de 2 à 3 mois. Vous avez une plateforme e-learning qui va être accessible à vie. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort. C'est-à-dire que vous avez accès aux vidéos, à la plateforme, à la communauté, vraiment toute votre vie. Donc si vous avez besoin de revoir des vidéos, si vous avez besoin de poser des questions, on est vraiment joignable tout le temps. La formation s'arrête pas, du coup, au bout de 2 ou 3 mois, vous aurez accès aux nouveautés, aux mises à jour au niveau des vidéos, etc. Donc ça, c'est vraiment la vraie force de WebMyD. Ensuite, vous avez aussi un formateur attitré. Donc ça, voilà, c'est pas dans tous les organismes que c'est le cas. C'est-à-dire que vous avez des heures de coaching avec ce formateur qui vous permet de répondre à vos questions, d'approfondir les points incompris ou d'aller un peu plus loin. Ensuite, vous avez un support disponible en moins de 24 heures, c'est-à-dire que si vous avez le moindre souci, la moindre question sur la plateforme, si vous avez un petit bug ou quoi que ce soit, vous avez une réponse traitée en moins de 24 heures. Donc ça aussi, c'est un gros point fort. Et pour finir, il y a une communauté d'entraide hyper bienveillante. Donc avec WebMyD, on est sur la plateforme Slack et c'est une communauté d'entraide et de bienveillance. Ça permet vraiment à tous les apprenants de pouvoir parler entre eux, de pouvoir se poser des questions, se donner des conseils. Donc c'est vraiment un vrai plus. Voilà un petit peu pour la présentation de WebMyD. Il faut savoir que toutes les formations que propose WebMyD sont finançables par différents organismes de financement. Donc, on va avoir le CPF, Pôle emploi, que vous devez tous connaître. Après, pour le reste, si vous avez des questions à ce niveau-là, je vous invite du coup à vous rapprocher de Léopoldine qui pourra y répondre. Mais il faut savoir voilà, que c'est vraiment finançable les formations WebMyD par tous ces organismes. Donc ça, c'est également un vrai plus. Alors, on va parler un peu du sommaire, comment va se dérouler cette présentation. Donc, la partie 1, ça va être qu'est-ce que le métier de graphiste, pour que vous puissiez un petit peu comprendre en quoi ça consiste. Ensuite, on parlera des missions et des outils du graphiste. En troisième point, on parlera des qualités requises du graphiste. Quatrièmement, on pourra parler de comment devenir graphiste. J'imagine que c'est quelque chose qui vous intéresse à tous. Et pour finir, on parlera de l'intelligence artificielle qui arrive peu à peu. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc, la première partie, c'est qu'est-ce que le métier de graphiste? Donc, présentation du graphiste. Donc, un graphiste, c'est tout simplement un professionnel de la communication visuelle qui va avoir pour mission de retranscrire un message à travers des images. Donc, il va utiliser sa créativité, ses connaissances techniques pour concevoir des réalisations graphiques. Le graphiste a tout simplement pour but de donner une identité visuelle à une marque, un produit ou un projet. Donc, du graphisme, il y en a partout autour de nous. Quand vous vous promenez dans la rue, que vous voyez des enseignes, que vous voyez des affiches, ça, c'est du graphisme. Ça a été fait par un graphiste. En fait, il a vraiment pour rôle de transmettre des messages à travers des images. Voilà, tout simplement, pour faire simple. Et on va retrouver 2 types de graphistes. Donc, il y a des graphistes web. Donc, principalement, bien sûr, il va réaliser des projets destinés au web, que ce soit des publications pour les réseaux sociaux, que ce soit des visuels pour un site internet, que ce soit des images. Et ensuite, on va retrouver le graphiste print. Donc, lui, il va vraiment être spécialisé dans les créations qui vont être destinées à l'impression. Il faut savoir qu'un graphiste peut réaliser autant des créations web que des créations print. Ça, c'est possible. Il peut vraiment lier les deux. Mais on distingue vraiment quand même ces 2 types de graphistes. Alors, quelques petits chiffres au niveau du graphisme. Donc, selon les statistiques, il faut savoir qu'entre 2017 et 2022,
L'industrie mondiale de la conception graphique a connu une croissance moyenne de 0,6% par an. Il y a donc en moyenne 23 900 ouvertures de postes de graphistes chaque année. Et la demande de graphistes continuera de croître de 3% entre 2020 et 2030. Voilà un petit peu pour vous situer et pour vous donner quelques chiffres. Donc, on va passer aux missions et outils du graphiste. Ça, c'est très important pour que vous puissiez comprendre, en fait, quelles sont ses missions au quotidien et quels outils il va utiliser. Donc, le graphiste, c'est un créateur d'identité visuelle. Donc, les logos, les chartes graphiques. Il va aussi créer des supports de communication comme des cartes de visite, des flyers, des dépliants. Il peut aussi créer des packaging produits et également des catalogues. Donc, c'est vraiment tout type d'identité visuelle et de support de communication tel qu'il soit. Le résultat donc d'un projet réalisé par un graphiste, il doit être équilibré et captivant. Car le but premier, vraiment, c'est d'attirer l'œil du consommateur. Voilà, c'est ce qui va permettre du coup que le consommateur s'intéresse au visuel et qu'ensuite il a envie d'acheter, bien entendu, par la suite. Donc, les missions, en fait, elles vont être diverses chez le graphiste. Le graphiste, il est un peu multifonction, il est un petit peu polyvalent. Il fait pas juste de la création. Il va dans un premier temps rencontrer le client pour identifier, analyser sa demande. Donc, il va aller à sa rencontre, que ce soit en face à face ou en visio, selon s'il travaille en local ou à distance. Il va vraiment poser un tas de questions pour vraiment analyser sa demande et identifier vraiment ce qu'il souhaite. Ensuite, il va devoir du coup exprimer la demande du client visuellement. Donc, il va falloir, d'où le but de poser un maximum de questions, c'est qu'il faudra vraiment taper dans le mille. Il ne faudra pas se tromper. Donc, il faudra vraiment retranscrire visuellement ce que le client souhaite. Savoir quelles sont les émotions qu'il veut transmettre, quelles sont les valeurs de son entreprise, etc. Le graphiste va choisir donc les couleurs et les typographies de l'identité visuelle de la marque ou de l'entreprise. Il va assurer les différents échanges avec le client ou avec son équipe. Donc, si le graphiste, par exemple, est salarié en entreprise, il va devoir énormément communiquer avec son équipe. Et s'il est indépendant, il va devoir communiquer avec son client. Donc, quoi qu'il en soit, il y a de la communication dans le graphisme. Et ensuite, il va assurer le suivi et la livraison du projet, bien entendu. Donc, comme vous avez pu le constater, le graphiste assure plusieurs missions de la conception à la livraison du projet, mais tout en respectant les exigences et les demandes du client. Donc ça, voilà, c'est ce qui fait que le projet va être vraiment une plus-value en fait pour l'entreprise. Il va falloir qu'il fasse appel à sa créativité, à son imagination, mais en même temps, il va devoir respecter les exigences du client parce que tous les clients sont exigeants et ils veulent vraiment quelque chose de précis. Au niveau des outils du graphiste, alors j'ai divisé en deux parties. Il y a les outils au niveau du matériel et il y a les outils au niveau des logiciels. Donc au niveau du matériel, bon, bien entendu, il va avoir besoin d'un ordinateur. Alors il faut savoir qu'avant, à l'époque, il y a quelques années, on distinguait le graphiste de l'infographiste. C'est-à-dire que le graphiste, il débutait le projet sur papier. Donc, il faisait des croquis, voilà, il faisait des schémas. Et ensuite, une fois qu'il avait posé son projet, il transmettait ça à un infographiste qui, lui, avait pour but vraiment de numériser tout ça. Donc, il y avait vraiment deux corps de métier. Aujourd'hui, quand on dit graphiste, en fait, c'est un infographiste également parce que l'ordinateur, voilà, on peut plus s'en passer. Il travaille directement sur ordinateur, même si ça arrive à certains graphistes de commencer des petites ébauches sur papier. Mais voilà, la plupart du temps, quand même, ils utilisent un maximum l'ordinateur. Donc, au niveau du matériel, on a l'ordinateur, on a une imprimante, généralement, on a un crayon pour commencer un petit peu les croquis avant de passer sur la numérisation. On a un tapis de découpe et on a un cutter. En tout cas, moi, c'est les 5 outils au niveau du matériel que j'utilise au quotidien. Donc l'imprimante, je m'en sers pour imprimer les projets, pour être sûr que tout me convienne avant de l'envoyer à l'imprimeur. Et le tapis de découpe et le cutter, je m'en sers du coup pour découper mes supports de communication. Je trouve que ça fait plus propre de découper au cutter que de découper au ciseau.
Et au niveau des logiciels, donc c'est les 3 logiciels phares que le graphiste ne peut pas se passer. C'est donc les logiciels de la suite Adobe qui se nomment Photoshop, Illustrator et InDesign. On en parlera un peu plus par la suite. Donc là, je vais vous parler des différences entre le graphiste et d'autres professionnels de la communication visuelle parce que on a souvent des confusions. Donc c'est parti. On va retrouver en plus du graphiste donc 5 professionnels de la communication visuelle. On aura donc l'infographiste, le web designer, le maquettiste, l'illustrateur et le directeur artistique. Donc, au niveau des missions de l'infographiste, lui, c'est un professionnel de la communication visuelle. C'est un condensé du mot informatique et graphiste. Donc, c'est ce que je vous disais précédemment. L'infographiste, à l'époque, il travaillait en collaboration avec le graphiste et lui avait pour mission uniquement de numériser le travail du graphiste. Il utilise forcément l'ordinateur pour concevoir ses projets et avant donc la démocratisation des logiciels de PAO, donc publication assistée par ordinateur, l'infographiste était donc chargé de mettre en forme le travail du graphiste via l'outil informatique en vue d'une impression. C'est exactement ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc après, vous avez les outils voilà, que chaque corps de métier utilise. Au niveau du... Oui, Quand j'ouvre ma caméra, tout le monde s'arrête. On me dit qu'est-ce que ça veut dire. J'ai une petite question pour toi, Candy. Je me permets de te couper parce que je pense que c'est une question hyper importante. Moi qui reçois en appel les personnes qui s'intéressent au métier de graphiste, je pense que c'est une question que j'entends presque 5 à 6 fois par jour. Donc, je vais te la poser une bonne fois pour toutes. Et ça ira bien avec ce que tu es en train de présenter. On a Mylène qui nous demande, est-ce qu'il faut impérativement savoir dessiner pour être graphiste? Alors ça, c'est une question, en effet, qui est souvent posée et les gens ont peur du coup. Alors non, actuellement, ce n'est pas obligatoire. Alors, à l'époque, j'aurais dit oui. Vu tout ce que je viens de vous expliquer, vous êtes d'accord que voilà, si vous saviez pas dessiner manuellement, enfin à la main, il aurait fallu plutôt être infographiste que graphiste. Par contre, maintenant, non, parce qu'il y a de nombreux outils sur l'ordinateur et notamment sur Illustrator. Je vais en venir après sur vraiment ce que permet de faire ce logiciel. Mais on n'est pas obligé de savoir dessiner. On peut savoir dessiner sur l'ordinateur, mais pas forcément être un pro du dessin papier. Donc il n'y a pas de souci parce que le graphisme c'est pas que le dessin, il y a d'autres choses. Il y a des graphistes qui vont être spécialisés dans l'illustration, donc eux bien sûr ils sont obligés de savoir dessiner, et d'autres graphistes ils vont être un peu plus techniques, ils vont être plus dans la mise en page. Donc il y a voilà. Après on peut se spécialiser. En fait il y a des graphistes, mais il y a différents graphistes. Chaque graphiste n'est pas spécialisé dans la même chose et on y viendra juste après. Donc la réponse est non, ce n'est pas obligatoire. Est-ce que toi, tu sais dessiner, Candice? Tu m'as pas envoyé de petits croquis récemment, hein. Ah voilà, c'est ça. Alors moi, avant de faire les logos, c'est vrai que j'essaie de les travailler sur papier, mais après je suis pas une grande dessinatrice. Ouais, tu travailles plutôt la structure, la forme, l'idée que tu veux mettre, mais tu t'es pas Picasso, quoi. Voilà, exactement, tout à fait. Ça marche. Et bien sur ce, je m'efface. Donc pour le deuxième corps de métier, donc on a le web designer. Alors lui, il a pour but de faire la conception visuelle de sites internet, c'est-à-dire qu'il va créer des maquettes graphiques. Il va choisir les couleurs, les polices et la mise en page vraiment du site internet. Et il va du coup optimiser aussi l'expérience utilisateur. Qu'est-ce qui va faire en fait que l'internaute va être attiré par le site, va rester sur le site lorsqu'il sera sur la page. Qu'est-ce qui va voilà lui permettre de cliquer sur des boutons, d'aller demander des informations, etc. Donc ça, le web designer, il s'occupe du design en fait d'un site internet. Ensuite, on va avoir le maquettiste. Le maquettiste, lui, c'est un expert de la mise en page papier. Donc, que ce soit des magazines, des livres, des supports de com. Lui, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il donne envie au lecteur de lire grâce à une mise en page, une mise en forme attractive et cohérente. Donc voilà, il y a des règles pareilles à respecter dans les mises en page. Donc, il faut que ça donne envie, bien sûr, au lecteur. Il doit respecter, lui, l'identité visuelle du client afin de ne pas créer un décalage avec son image de marque. Donc ça, c'est important.
Le maquettiste, du coup, il devra prendre en compte la charte graphique du client pour pouvoir adapter sa mise en page en fonction. Ensuite, on a l'illustrateur. L'illustrateur, ça, voilà, c'est pas graphiste, illustrateur. C'est autre chose. Là, l'illustrateur, lui, il doit savoir dessiner. Ça, voilà, on ne peut pas y échapper. Il va permettre, du coup, d'illustrer un message, une idée ou un texte en image. S'il lui arrive encore de travailler avec des crayons, des aquarelles et autres fusains, il peut occuper une bonne partie de la journée à faire ses illustrations sur ordinateur. En général, par contre, l'illustrateur, c'est vrai que des fois, voilà, il va commencer vraiment sur papier parce que voilà, c'est un pro du dessin et ensuite il va numériser tout ça. Et ensuite, on a le directeur artistique. Alors lui, il définit l'identité visuelle d'un produit, d'une marque et de tout projet artistique. Il participe aux différentes étapes d'un projet. Il doit être sensible artistiquement. Il doit avoir de grandes compétences relationnelles parce qu'il va devoir convaincre en fait ses différents interlocuteurs, que ce soit ses clients ou ses collaborateurs. Et il devra aussi déléguer de nombreuses tâches aux bonnes personnes. Généralement, donc c'est corps de métier. Web designer, maquettiste, illustrateur, directeur artistique, on va les retrouver dans des grosses boîtes, enfin, ou disons dans des entreprises où il y a plusieurs salariés. Chacun en fait va avoir des missions. Donc le directeur artistique, lui, bien sûr, il s'y connaît très bien en graphisme, mais il va déléguer les tâches. Et après, par contre, c'est lui qui finalement prendra la décision finale. Il validera les projets. Et ensuite, il va déléguer donc ses tâches à un illustrateur, un maquettiste, un web designer. C'est lui qui va dire bon ben voilà, pour ce projet j'ai besoin de 3 personnes et chaque personne va faire telle ou telle chose du projet. Oui, Léopoldine. Coucou, salut. Ça fait On a longtemps. une question de Samira. Ouais, t'as vu? J'étais partie dormir, mais je suis revenue. J'ai une question de Samira, hyper intéressante, qui demande à la fin de notre formation, mais bon, ça vaut pour toutes les formations, hein, est-ce qu'on peut choisir entre l'un de ces métiers? Et du coup, moi, je rajouterais, est-ce que vraiment on doit choisir entre l'un de ces métiers, surtout quand on exerce en freelance? Alors non, on ne doit pas choisir. En fait, là, le but de cette slide, c'était de vous expliquer les différents termes, parce que des fois, on ne sait pas trop. Même moi, au début, quand j'ai commencé, je m'y retrouvais pas. J'ai graphiste, infographiste, illustrateur, etc. Donc non, on n'est pas obligé de choisir, parce que justement, le graphiste, il peut commencer graphiste juste en faisant des identités visuelles et des supports de communication. Par exemple, il veut être graphiste salarié, il va intégrer une entreprise et il va peut-être grimper les échelons et il va finir directeur artistique. Ça, c'est tout à fait possible. Pareil, au niveau du graphiste indépendant. Il peut très bien commencer graphiste et après se dire bon, ben, en fait, je me suis trouvé une passion pour le dessin, j'ai envie d'apprendre à dessiner et ensuite, du coup, il commence à faire des illustrations et ça lui plaît beaucoup, donc il peut devenir aussi illustrateur. Ça peut être des spécialités aussi. Il peut être graphiste, illustrateur. Moi, j'en connais, ils sont graphistes, mais ils sont passionnés par les illustrations, donc ils font ça aussi. En fait, on peut combiner deux postes entre guillemets. Pareil, le graphiste, il peut être aussi web designer. Il y a beaucoup de graphistes qui font des sites internet à côté pour pas mettre tout dans le même panier. Voilà, ils font des projets de graphisme et à côté, ils proposent la création de sites internet. Pourquoi? Parce que c'est deux choses qui sont liées. Un client peut avoir besoin d'une identité visuelle et peut avoir besoin par la suite d'un site internet. Et inversement, il peut avoir besoin d'un site internet et quelques mois après avoir besoin de refaire son identité visuelle. Voilà. Mais le graphiste, finalement, il va faire le travail de l'infographiste, comme je vous ai dit. Il va faire le travail du maquettiste et il va faire le travail finalement du directeur artistique parce que le graphiste indépendant, il fait un peu tout. C'est lui qui va voir les clients, c'est lui qui va faire ses devis, c'est lui qui va faire ses factures, c'est lui qui va faire la mise en page. C'est voilà, tout repose sur lui. Super. Et alors, j'ai une autre question dans l'autre sens. Du coup, on a Marguerite qui nous demande, mais du coup, est-ce que c'est nécessaire d'être graphiste pour être illustrateur? Alors non, ça c'est pareil, la réponse est non, ce n'est pas nécessaire. On peut directement être illustrateur. Par exemple, si tu aimes les illustrations, que tu sais dessiner, que tu peux être illustrateur. Il y en a qui vivent que de ça. Ils sont illustrateurs pour des boîtes.
Ils font voilà des packaging avec des illustrations. Ils font, je sais pas moi, des visuels de bande dessinée, des couvertures de livres. Voilà. Enfin, donc on peut être uniquement illustrateur. Illustrateur, c'est un métier à part entière quand même. On peut être graphiste plus illustrateur, mais on peut être que graphiste et on peut être qu'illustrateur. Toujours plus simple. On a une question de Marjorie que je vais peut-être traiter qui nous demande, dommage qu'il n'y ait pas After Effects. Y a-t-il une option pour l'apprendre dans la formation? Alors c'est vrai qu'After Effects, c'est un logiciel Adobe, mais c'est encore une autre histoire, hein. C'est encore une autre histoire. C'est pour faire du motion design. Alors on aurait pu se mettre une autre case, là, monteur vidéo, et puis après motion designer, qui est encore un autre corps de métier. Il y aura peut-être une formation WebMyDay qui sortira sur la partie vidéo, qui prendra effectivement à la fois le montage avec Premiere et la partie motion design avec After Effects. Mais Candice, tu m'arrêtes, mais moi, je recommanderais pas de commencer par After Effects chez Adobe parce que c'est pas le plus simple des copains de chez Adobe. Et il y a vraiment besoin d'avoir une bonne compréhension de la partie vectorielle chez After Effects. Donc, il faut quand même, à mon sens, faire un petit passage au moins par Illustrator avant de s'attaquer à After Effects, qui est Oui, je encore une pense fois vraiment un autre métier, hein. ouais, c'est exactement, je te rejoins, c'est vraiment un autre métier. Et puis, je pense que pour commencer, vraiment, les logiciels phares, ça va être donc Photoshop, Illustrator et InDesign. Et je pense qu'après, qu'une fois qu'on arrive à maîtriser ces trois-là et être à l'aise, on peut après se lancer dans d'autres logiciels. Mais je pense que là, c'est vrai, ça, c'est vraiment la base. Après, les autres, je pense que c'est un plus, mais vraiment, la base de la base, c'est Photoshop, Illustrator et InDesign. Mais ça peut faire l'objet peut-être d'une autre formation parce que il faut vraiment différencier en fait ce logiciel-là et ce métier-là. Ouais, c'est vrai que motion designer. Après, un graphiste peut se former un petit peu au motion design, notamment dans de l'animation de logo, animation un peu de picto. C'est possible. Ouais, ben voilà, Marjorie qui dit j'ai la base d'illustrateur, j'adorerais animer mes logos. Effectivement, Marjorie, mais dans ce cas-là, c'est plutôt ouais, une formation motion designer. Alors, il y en a un peu moins sur le marché parce que je suis même pas sûre qu'il y ait une certification derrière. Mais ouais, le terme, c'est plutôt motion designer. Et sur ce, je m'enfuis, Candice. Je te laisse À bien- enchaîner. à bientôt. À bientôt. Alors, on va faire un petit coup d'œil sur les logiciels Adobe. Donc, comme je vous l'ai dit, on a Photoshop, on a Illustrator et on a InDesign. Donc, c'est vraiment les trois logiciels clés du graphisme. Il faut savoir les maîtriser. Personnellement, je les pratique au quotidien. Donc, pour chaque projet, j'utilise les trois. Je vais vous expliquer pourquoi. On a Photoshop qui est un logiciel de retouche d'images. C'est vraiment sa principale fonction. Il permet de retoucher des photos, de créer des montages photos et de travailler des mock-ups. Alors, les mock-ups, qu'est-ce que c'est? Un mock-up, c'est une maquette qui va permettre de mettre en situation un logo. Par exemple, vous avez déjà dû le voir, un logo qui est positionné sur une enseigne, qui est positionné sur différents objets publicitaires comme un t-shirt, une clé USB, un stylo, etc. Les mock-ups, ça permet vraiment de présenter vos projets, de les présenter à vos clients pour qu'ils puissent se projeter plutôt que de lui présenter comme ça à l'écran. Ça n'a pas du tout le même impact, le même effet. Je l'ai vécu du coup avec mes clients et vraiment ça change tout. Donc Photoshop, on s'en sert vraiment pour retoucher des photos. Par exemple, on ajuste la luminosité, on ajuste le contraste, on met une photo en noir et blanc, on retravaille notre image lorsqu'elle est destinée à l'impression ou lorsqu'elle est destinée pour le web. On fait des montages photos pour un client ou pour soi-même, hein, ça peut être du perso aussi. Et ensuite, on travaille les mock-ups. Voilà vraiment pourquoi on se sert de Photoshop. Illustrator, ça c'est autre chose. C'est un logiciel de création graphique vectorielle. Qu'est-ce que c'est le vectoriel? C'est un format qui permet d'agrandir des créations à l'infini sans perte de qualité. Quand vous agrandissez une image standard, elle est composée de pixels et vous avez dû déjà avoir le cas, quand vous zoomez sur votre image, on voit des petits carrés qui apparaissent. Ça, c'est des pixels et ça s'appelle la pixelisation. Le format vectoriel, c'est autre chose. C'est ce qui permet vraiment d'agrandir et de diminuer d'ailleurs une image, une création, sans perte de qualité. Donc, on peut agrandir à l'infini, la qualité sera la même. La différence, c'est que le vectoriel, en fait, c'est composé de formes géométriques, de tracés. Et le matriciel, donc qui est le contraire, c'est composé de pixels. Voilà la petite nuance.
Illustrator, ça permet de créer des logos, de créer des illustrations et de créer des supports de communication. Ça peut vraiment permettre de faire ces trois choses-là. Et on a donc InDesign qui est un logiciel de mise en page. Lui va permettre de créer des supports de communication comme des cartes de visite, des flyers, des dépliants, des brochures ou des catalogues. Donc, pourquoi les trois logiciels sont liés et sont importants? Je vais vous parler d'un cas concret. Par exemple, si je fais un projet pour un client, j'ai un client qui me demande de lui réaliser une identité visuelle et de lui réaliser ses supports de communication. Je vais forcément me servir de mes trois logiciels. Pourquoi? Je vais commencer par créer du coup son identité visuelle sur Illustrator parce que on a vu que c'était du format vectoriel. Donc je vais lui faire la création d'un logo qui va pouvoir agrandir à l'infini sans perte de qualité. Comme ça, il va pouvoir le mettre sur une enseigne en grand ou sur un stylo en petit. C'est vraiment le but du vectoriel, c'est-à-dire que ça peut s'adapter sur n'importe quel support, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Une fois que j'ai terminé mon logo, je vais passer par exemple à ses supports de communication. Donc, ce que je vais faire sur InDesign. Je vais donc importer mes fichiers Illustrator sur InDesign et je vais retravailler mes images, mes photos que mon client m'a communiquées. Je vais les retravailler sur Photoshop. Donc, en fait, tout est lié. Moi, pour chaque projet, j'utilise vraiment les trois logiciels. Et c'est quelque chose que je recommande fortement, tout simplement parce qu'il est important de pratiquer ces logiciels-là vraiment très régulièrement. Parce qu'on se rend compte que quand on pratique pas pendant un petit moment, on perd un petit peu. Et c'est normal parce que ce sont des logiciels où il y a énormément de fonctionnalités. Et moi, personnellement, j'ai envie d'être à jour tout le temps pour pas perdre en pratique. Donc, je me fixe et je me dis que pour telle chose, je vais utiliser ce logiciel, pour telle chose, celui-ci, pour une autre chose, l'autre logiciel. Donc, vraiment, j'utilise les trois. Ah, je vois une question qui me plaît. Oui, on a Manon qui nous pose la question que tout le monde attend et que tout le monde se pose effectivement. Bonjour, est-ce que Canva est l'équivalent de tous ces logiciels? Et je compléterai quid de Canva au milieu de tout ça et au milieu des missions du graphiste aujourd'hui? Alors, ben, ça tombe bien. J'ai l'impression que vous lisez tous dans mes pensées parce que Canva, ça arrivait juste après, donc c'est rigolo. Mais alors non, Canva, ce n'est pas du tout l'équivalent de tous ces logiciels. Alors, Canva, il a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui va mettre à disposition des modèles de support de communication, des modèles de visuels pour le web, etc. Donc ça, c'est l'avantage, c'est-à-dire qu'il y a une facilité de prise en main incroyable, c'est-à-dire que c'est accessible un peu à monsieur et madame tout le monde. L'inconvénient, en fait, c'est que ce n'est pas une création unique. C'est-à-dire que n'importe qui va sur Canva, si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a les mêmes goûts que vous, vous pouvez vous retrouver avec le même logo, vous pouvez vous retrouver avec le même visuel. Donc, Canva, voilà, c'est plus accessible à monsieur et madame tout le monde. Il n'y a pas forcément besoin d'une formation poussée. Alors que les logiciels Adobe, pour moi, c'est impératif de faire une formation parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Et quand on va sur les logiciels Adobe, on fait vraiment la création par nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris un modèle, on l'a fait vraiment par nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment une plus-value qu'on va apporter au client. Et le client, quand il veut faire appel à un graphiste, son but, c'est vraiment d'avoir une plus-value. C'est vraiment d'avoir quelque chose de professionnel. Sinon, si on lui dit que on va lui vendre quelque chose qu'on a fait sur Canva, le client, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bon, ben, à ce moment-là, je peux me le faire moi-même. Ça sert à rien que je paye un graphiste. Voilà comment ça se passe dans la tête du client. Je vous dis ça parce que, voilà, j'ai déjà eu le cas, j'ai déjà parlé avec des clients. Il y a même un ancien client un ancien client d'un ancien graphiste qui avait le graphiste en fait avait fait un logo sur Canva. Le client un jour s'en est rendu compte. Il est allé sur Canva par hasard et il a vu en fait son logo. Et là il s'est dit mais bon, il n'était pas content parce qu'il s'est dit mais attendez, vous m'avez facturé une prestation alors que vous l'avez pris sur Canva et que ça veut dire que demain je peux me retrouver avec un concurrent qui a le même logo que moi. Donc voilà. Après, tout ce qui est création pour le web, je vois aucun inconvénient à utiliser Canva parce qu'on va pas forcément tout le temps perdre du temps à ouvrir son logiciel pour faire des posts, par exemple, pour les réseaux sociaux. Donc ça, vraiment, il y a aucun souci. Par contre,
Tout ce qui est destiné à l'impression, je vous le recommande absolument pas. J'ai eu le cas d'ailleurs d'une apprenante de la session d'avril, très exactement, qui a repris un projet, elle a repris un catalogue qui avait été fait sur Canva. Et en fait, quand ils ont imprimé ce catalogue qui avait été fait sur Canva, le résultat était catastrophique. Mais vraiment, ça a pas bien donné du tout. Donc en fait, elle a dû refaire le projet sur InDesign et quand elle a imprimé, bien sûr, le résultat n'était pas le même. Donc tout ce qui est pour l'impression, je vous déconseille d'utiliser Canva. Ça fait pas professionnel. Par contre, tout ce qui est pour le web, je vois pas d'inconvénient, ça fait gagner du temps. Donc, j'espère que j'ai répondu à la Ouais. question. Mais je pense qu'il y a levé d'autres questions. Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Canva, pour tout ce qui est réseaux sociaux, des trucs qu'on fait vite, où on a besoin d'inspi assez rapidement, c'est vraiment intéressant de vouloir bosser sur Canva. Pour moi, la limite de Canva, et ça rejoint la question qui est pas mal posée sur la partie vectorielle, c'est vrai qu'on va avoir du mal à faire une création originale sur Canva. Il n'y a pas l'outil plume, il n'y a pas la gestion de forme. Enfin, on peut peut-être mettre un rond et deux ronds au-dessus, mais il n'y a pas le Pathfinder. Donc, la création pure d'éléments est difficile sur Canva. Et on va avoir aussi, comme tu disais, la partie print, la gestion des marges, de la colorimétrie, des fonds perdus, etc. Bon, sauf si on fait imprimer par Canva, là ça va. Mais quand on a la feuille de l'imprimeur, on est beaucoup moins libre de ce qu'on peut faire sur Canva. Et donc du coup, on te demande, oui, est-ce que Canva c'est du vectoriel? Est-ce qu'on peut faire du vectoriel sur Canva? Alors, sur Canva, il y a du format vectoriel, en effet. Enfin, vectoriel. Euh, oui, enfin, il y a du format vectoriel. Seulement, c'est compliqué. Parce que, comme le disait Léopoldine, on peut pas retravailler quelque chose directement sur Canva. Donc, c'est-à-dire qu'on va ajouter des formes, on va faire une combinaison de formes. Par contre, moi, j'ai eu le cas avec des apprenants. Ils avaient fait quelque chose sur Canva. J'ai voulu l'importer sur Illustrator. Et en fait, c'est vraiment très très galère du coup de retrouver comment ça a été fait, de retravailler la chose. Donc, mais il y a un format vectoriel. Oui, oui, il y en a un. Mm. Il C'est est le assez SVG. neuf, hein, le SVG, mais il y a un an, tu pouvais pas exporter en SVG, hein. Donc, Alors je pense là, il faut avoir la version pro par contre. Hein. C'est pas accessible à tout le monde, hein, le SVG. à tout le monde. Il y a une toute petite question de Quentin, et puis après je te laisse continuer, qui demande est-ce qu'il y a un brevet pour les créations des graphistes? Alors je pense que par brevet, il veut plutôt dire quid de la protection de tes créations. Arrête-moi Quentin si c'est pas ça, ou peut-être que toi Candice tu le traites à un autre moment, la partie un peu propriété intellectuelle du graphiste. Non, du coup, c'est vrai que j'ai pas traité ça. Ben après, enfin, si la personne elle veut protéger des choses, il faut se rapprocher tout simplement de l'INPI, qui est l'Institut national de la propriété industrielle. Donc ça, Ok, c'est tout ce que je sais, c'est l'organisme. Donc on peut peut-être le marquer dans le chat pour se ouais. renseigner. En fait, sur le site, tout est détaillé. Il y a voilà. Et après, ça dépend de ton contrat avec ton client aussi. Tu peux lui céder la propriété de ce que tu as créé, comme tu peux en rester propriétaire. Voilà, Ça dépend un exactement. peu du contrat. Il y a des graphistes, ils vont faire payer des droits d'auteur. Alors, ça peut être des droits d'auteur illimités dans le temps, ça peut être des droits d'auteur, par exemple, on va empêcher le client de le diffuser à l'étranger, ou on va lui dire, voilà, vous pouvez diffuser votre, je sais pas moi, votre logo sur tel et tel support en tant d'exemplaires dans le monde entier, ou alors c'est vraiment au niveau national. Voilà, après, c'est vraiment avec le client. Mais Mm. à ce sujet, il y a un livre qui est très intéressant pour les personnes qui voudraient devenir graphiste indépendant. Ben, c'est justement Graphiste indépendant, je crois que ça s'appelle. C'est un livre rose. Et il y a beaucoup de réponses là, à ce niveau-là sur les droits d'auteur, comment ça fonctionne, comment on peut les calculer. Alors je sais pas si je peux peut-être aller Ouais, je chercher vais le le. trouver, je vais le mettre, ouais, je vais le mettre dans le chat. Également, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget et qui se posent ce genre de questions, il y a des sites pas mal. Alors, ça remplace pas un juriste, hein, bien évidemment, mais pour faire une première ébauche et se rendre compte un peu des questions que vous pouvez vous poser, vous avez le site de Legal Place qui, pour une trentaine d'euros, vous permet de mettre en place des CGV, des contrats, effectivement, de cession de droits, etc. Encore une fois, ça remplace pas un avocat, mais bon, c'est pas le même tarif non plus. Et quand on démarre, bah, ça permet au moins déjà de se poser les bonnes questions. Je vais vous mettre les deux liens et Candice, je te laisse enchaîner. Parfait, merci. Donc voilà pour ces trois logiciels phares du graphiste.
Donc, je viens à parler de Canva, donc graphiste Canva versus Adobe. Donc, que ce soit Canva ou Adobe, ce sont tous les deux des entreprises informatiques qui éditent des logiciels de création graphique. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Donc, Canva, c'est accessible à monsieur et madame tout le monde. Il y a des modèles, de nombreux modèles, même à disposition sur leur site. Et il y a une facilité de prise en main. Par contre, il n'y aura pas du coup de plus-value pour le client. Il n'y aura pas ce terme unique. Le client, ce qu'il veut quand il fait appel à un graphiste, comme j'ai pu déjà vous le dire, c'est il veut quelque chose d'unique. Il veut quelque chose que le concurrent n'aura pas. Il veut quelque chose que lui ne peut pas se faire tout seul. Donc, il a besoin d'un professionnel pour le guider et pour lui faire sa création. Donc, pour terminer sur Canva, je recommande pas du tout de faire vos projets en fait sur Canva. Tout ce qui est logo et support de communication, on passe sur les logiciels Adobe. Et ensuite Adobe, donc ce sont des logiciels professionnels qui sont vraiment conçus pour les graphistes. En utilisant les logiciels Adobe, on va avoir des créations uniques et ça va vraiment apporter une plus-value aux clients. Ça, ce sont des arguments qu'on peut donner à ses clients. Parce que le client, peut-être il va vous poser, mais en fait, pourquoi je vous prendrai vous et pourquoi je ne le ferai pas moi-même? Ça, voilà, il faut pouvoir se préparer à toutes ces questions. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que les logiciels Adobe, tout le monde ne peut pas les maîtriser. Sans formation, même en autodidacte, ça va être compliqué parce qu'il y a toujours des petites astuces, des petits raccourcis clavier pour gagner du temps. Il y a toujours des choses que l'on ne sait pas parce qu'il y a énormément de fonctionnalités. Et même un graphiste qui pratique depuis 20 ans, il ne saura jamais tout. C'est pas possible parce qu'il va y avoir des mises à jour. Donc, du coup, un client qui n'est pas du tout dans le graphisme, il ne va pas pouvoir utiliser le logiciel Adobe parce que ça va lui prendre beaucoup trop de temps, le temps de se former, le temps de créer, voilà. Et puis, un graphiste, quand même, il a un œil créatif, voilà, il fait appel à son imagination. Enfin, c'est vraiment son métier de créer. Donc, du coup, c'est lui qui s'y connaît le mieux. Par contre, Canva, vous pouvez vous en servir pour vous inspirer. Ça, il n'y a pas de souci. L'inspiration, elle vient pas forcément toute seule et elle vient pas forcément à chaque fois. Donc, il faut pas hésiter, surtout à aller s'inspirer, ce qui se fait en ce moment. Alors, s'inspirer, bien sûr, ça ne veut pas dire copier. Et donc, les logiciels Adobe nécessitent une formation pour pouvoir les maîtriser. Donc, voilà la grande différence entre Canva et Adobe. On a tendance à mixer un peu les missions quand on est indépendant. Vous allez comprendre pourquoi. La mission principale du graphiste, comme je vous l'ai dit, c'est la création d'identités visuelles et de supports de communication. Un graphiste peut être spécialisé ou polyvalent. Le graphiste spécialisé, il va choisir de se spécialiser dans un domaine afin de se perfectionner dans celui-ci et ne pas s'éparpiller. Contrairement au graphiste polyvalent, qui lui sera capable de réaliser n'importe quelle mission et ne sera pas spécialisé dans un domaine précis. Quand je parle de domaine, j'entends identité visuelle, support de communication et packaging, par exemple. Me concernant, pour vous donner un exemple, j'ai choisi vraiment de me spécialiser dans les identités visuelles et les supports de communication. C'est-à-dire que je ne fais pas de packaging. Il y a des graphistes qui vont tout faire. Ils vont faire de l'identité visuelle, des supports de communication, du packaging. Voilà, ils vont tout faire. Moi, voilà, j'ai choisi de faire que des identités visuelles et des supports de communication au niveau du graphisme. Et les supports de communication, déjà, c'est large. Hein. Ça va de la carte de visite au catalogue de 50 ou de 100 pages. Donc, voilà, c'est quand même assez large. Mais il faut savoir qu'il existe deux types de graphistes. Donc, le spécialisé et le polyvalent. Coucou, je te coupe une toute petite seconde. On a une question de Virginie et peut-être que d'autres se la posent, qui n'est pas sûre de la définition du terme packaging. Si tu peux juste préciser. Alors, packaging, c'est un emballage produit, tout simplement. C'est, par exemple, vous allez au supermarché acheter du Nutella et le packaging, du coup, c'est l'étiquette en fait qui a collé sur le pot de Nutella. Donc ça, c'est un graphiste qui le fait. C'est un graphiste qui va faire les étiquettes. C'est lui qui va décider de la mise en page de l'étiquette pour que ça puisse attirer l'œil du consommateur. Ça, c'est du packaging. Mais c'est voilà. Enfin, moi, j'ai choisi de pas me spécialiser là-dedans parce que c'est quand même autre chose. Il y a quand même d'autres choses à savoir. Enfin,
Pour moi, du packaging, la personne, pas qu'elle doit faire que ça, mais je veux dire, c'est quand même un travail. C'est quand même un travail parce qu'il y a de la réflexion derrière, il y a beaucoup de produits, voilà, il faut pas se tromper sur le packaging. Donc, mais il y a des graphistes qui font tout, hein, par exemple, ou alors qui peuvent se spécialiser dans le packaging. Si c'est vraiment le packaging qui les intéresse, ils peuvent se spécialiser, aller prospecter des boîtes qui ont besoin du coup de graphistes à ce niveau-là, c'est tout à fait possible. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas les mêmes clients aussi en packaging, hein. Ça, tu vas te frotter plutôt à la grande distrie, Ouais. aux biens de consommation. Tu vas rarement avoir comme client une petite indépendante qui vient de se lancer, quoi. C'est vraiment pas les mêmes budgets et pas les mêmes process, pas les mêmes façons de prospecter. C'est encore autre chose, hein. Voilà, exactement, tout à fait. Super. Et je soulignerai, Candice, qu'une fois de plus, tu as pris un exemple alimentaire. Ah oui, j'aime bien manger. Allez, sur ce, je file. À tout à l'heure. Et un graphiste peut également élargir ses missions et choisir de proposer d'autres prestations comme le web design, l'illustration ou le community management. Alors ça, c'est un point important. Euh, Rares sont les graphistes qui proposent que du graphisme. Donc, pourquoi? Parce que, comme je vous disais, avec le web design tout à l'heure, c'est vraiment lié. Un client qui vous demande une identité visuelle, il aura besoin peut-être par la suite d'un site internet. Un client qui vous demande un site internet, il aura peut-être besoin de support de communication ou d'une identité visuelle. Donc ça, voilà, c'est possible de combiner les deux. On peut être graphiste et web designer. Bien sûr, il faut faire une formation sur la création de sites, hein, ça se fait pas tout seul. Ensuite, moi, je connais beaucoup de personnes qui ont fait des études de community manager. Donc, community manager, c'est-à-dire qui gère les réseaux sociaux. Et ils ont aussi envie de proposer des prestations en graphisme parce que pareil, ça va ensemble. La personne, elle vous appelle pour gérer les réseaux sociaux et puis elle se rend compte qu'en fait, bon ben, le feeling passe bien avec vous, que vous faites du bon travail au niveau de ces réseaux sociaux, que ça y apporte des clients. Et ensuite, elle dit bon, je vais peut-être revoir mon identité visuelle, je vais peut-être communiquer sur d'autres supports, etc. Pareil pour l'illustration. On peut commencer graphiste et ensuite se dire, bon, ben, en fait, j'ai envie aussi de proposer des illustrations. On peut vendre des illustrations, enfin, faire des illustrations, les faire imprimer, les vendre, ou alors faire un site avec de la vente d'illustrations. Voilà, ça, c'est possible. Donc, il faut savoir que le graphiste, il n'est pas obligé de rester seulement graphiste. Il peut élargir ses missions. Et moi, c'est ce que je conseille, par contre. C'est ce que je conseille. Pourquoi? Parce que quand on se lance, on ne sait pas trop comment va être la demande. Ça peut dépendre enfin, ça dépend d'ailleurs du secteur géographique de la personne. Et ça dépend aussi du type de client aussi qu'elle vise, donc de sa cible. Voilà, ça peut dépendre un peu de tout ça. Donc, on peut pas savoir au début si on va avoir plus de demandes en graphisme, en site internet ou en community management, par exemple. Je conseille pas de tout faire, hein, c'est pas possible. Quand on est seul, on peut pas tout faire. Il faut vraiment, il faut pas proposer trop de choses, au risque en fait de pas être professionnel partout et de pas être perfectionniste. Par contre, on peut combiner deux métiers, si je puis dire. Donc, on peut faire web design et graphisme, on peut faire graphisme et illustration, web design et community management. Je conseille de proposer deux types de prestations un maximum, mais de les proposer quand même parce que on sait jamais. L'un peut appeler l'autre. Donc ça, c'est toujours intéressant. Les qualités requises du graphiste, ça, c'était important pour moi de pouvoir faire un petit point dessus. Donc, pour être graphiste, il faut être créatif. Pourquoi? Tout simplement pour faire des réalisations uniques et originales afin de se démarquer et apporter une plus-value au client. Être créatif, c'est pas parce qu'on l'est pas qu'on peut pas le devenir, hein. La créativité, ça se travaille. Ça se travaille comment? En allant s'inspirer, en regardant ce qui se fait, en s'ouvrant un petit peu au monde, à regarder le travail d'autres graphistes, etc. Il faut avoir une bonne communication. Pourquoi? Pour avoir des bonnes relations avec les clients ou son équipe et avoir une bonne compréhension du projet. Donc ça, tout va se passer dans le brief client lorsqu'on va lui poser des questions pour savoir un peu ce qu'il souhaite. Il faut être curieux pour se poser les bonnes questions lors d'un brief avec le client et être à jour sur les avancées dans le domaine du graphisme. Il faut être passionné. Ça montre au client que l'on va s'investir pleinement dans son projet.
L'ouverture d'esprit pour rester original et créatif. Accepter la critique, c'est très important pour pouvoir s'améliorer dans son travail et évoluer. Il faut savoir que tous les graphistes ne travaillent pas de la même façon et ce qui va vous plaire à vous ou à votre client ne plaira peut-être pas à un autre client ou à un autre graphiste. Ce n'est pas grave. Voilà. Tant que les critiques sont constructives, de toute façon, dans la vie, on peut toujours faire mieux. Ce que vous allez créer aujourd'hui, vous le regardez dans 6 mois ou dans 2 ans, vous allez vous dire, je pourrais améliorer ça et ça. Et si vous donnez votre travail à notre graphiste, il va trouver toujours des choses à revoir et ainsi de suite. Donc, il faut accepter la critique lorsque, bien sûr, elle est constructive. Tout simplement pour pouvoir s'améliorer et évoluer. Et il faut être patient parce qu'il faut prendre son temps dans sa réflexion pour réaliser des projets de qualité. Alors, je vois les personnes qui vont me poser comme question, est-ce qu'il faut avoir toutes ces qualités pour être graphiste? La réponse est non. On n'est pas parfait, mais ça fait partie des qualités qu'il faut avoir. Mais, par exemple, on n'est pas créatif, on va apprendre à développer sa créativité. On n'est pas patient, alors ça dépend. La patience, voilà, on peut être impatient dans un domaine et on peut être patient dans un autre. Ça, c'est pas grave. Il faut pas forcément avoir toutes ces qualités. Mais je vous ai fait une petite liste de qualités qui sont quand même importantes pour le graphiste. Comment devenir graphiste? Donc ça, c'est la question que vous attendez tous. Alors, on a fait un petit tableau. On peut devenir graphiste de 3 façons différentes. Alors, déjà, il faut savoir que pour être graphiste, on n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de certification. On peut devenir graphiste comme ça. Par contre, bien sûr, il faut quand même être professionnel et prouver quand même aux clients qu'on est compétent, bien entendu. Donc, on peut faire des formations, soit par le cursus scolaire, soit en suivant des tutos en ligne. Donc ça, c'est possible. C'est vraiment les 3 manières qui permettent d'apprendre le graphisme. Donc, pour les tutos en ligne, il va y avoir, c'est entre 10 et 200 heures, sans limite de temps. Par contre, il n'y aura pas d'accompagnement et c'est un apprentissage et un travail en autonomie qui se fait en ligne. Il n'y aura pas de certification reconnue, mais ça n'empêche pas quand même que vous allez apprendre des choses et que vous allez pouvoir, peut-être être opérationnel. Au niveau de la gamme de prix, ça peut être aux alentours de 100 € et ça sera non finançable. Et on a un exemple du coup d'une plateforme de tuto en ligne qui s'appelle justement tuto.com. Ensuite, on va avoir la formation professionnelle qui va être entre 30 et 100 heures. Ça peut être de 2 jours à 6 mois. Là, il va y avoir un accompagnement, des évaluations, des mises en situation professionnelle en physique ou en ligne. Et il y aura une certification reconnue au répertoire spécifique de France Compétences. Et en exemple, bien sûr, on a pris WebMyDay. Donc, c'est aux alentours de 1 500 € finançable. Et ça, c'est très important. Par le CPF, Pôle emploi, FAF et tous les autres organismes de financement dont je vous ai parlé précédemment. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas qu'il faut vous rapprocher de Léopoldine. Et ensuite, on a le cursus scolaire après le bac. Donc, c'est de 3 à 5 ans. Là, il va y avoir bien sûr de l'accompagnement, évaluation, mise en situation professionnelle avec des stages ou de l'alternance en physique ou en ligne. On va avoir le niveau Bac+2. BTS par exemple, design graphique, DMA art graphique, c'est un diplôme de maîtrise d'art. Niveau Bac+3, on va avoir diplôme national d'art, licence professionnelle. Niveau Bac+4, ce sera un diplôme supérieur d'art appliqué. Et ensuite, on aura un niveau Bac+5, master en art graphique et design numérique ou master en communication visuelle et multimédia. Il existe beaucoup d'autres choses. Là, je vous ai mis, je vous ai fait un petit récap juste pour vous montrer que ça peut aller du Bac+2 au Bac+4. Tout ça, ce n'est pas obligatoire. Comme je vous ai dit, on n'a pas besoin de diplôme pour devenir graphiste. Par contre, on peut pas être graphiste comme ça. Il faut quand même faire des formations. C'est ce que je recommande pour vraiment être légitime en fait. C'est surtout pour la légitimité face aux clients, face aux concurrents. C'est toujours bien d'avoir une certification. C'est un petit plus. On peut la mettre en avant sur son site internet ou on peut la mettre en avant lors d'un entretien si on souhaite être salarié. Donc voilà, moi ce que je recommande c'est ça.
Voilà. Pour moi, la formation professionnelle, c'est la meilleure option parce qu'elle dure moins longtemps. On apprend quand même énormément de choses et en plus, on a une certification à la clé. Donc, la formation, du coup, c'est un facteur clé de votre réussite. Ça permet de monter en compétence et d'obtenir une certification, comme je viens de vous l'expliquer précédemment, et du coup, de justifier d'un tarif plus élevé pour des projets plus ambitieux. Voilà, on est plus légitime quand on a une certification, quand on a fait une formation, qu'on a appris des choses, qu'on a appris les bases du graphisme, qu'on a appris la théorie, qu'on a appris la pratique, qu'on a appris à maîtriser des logiciels. Ça permet d'élargir vos compétences dans de nouveaux domaines et augmenter votre panier moyen et votre taux de réachat. Et ça permet également de rester au bout du jour et au fait des nouveautés pour rester compétitif et remporter tous les projets. Donc ça, voilà, c'est pas valable bien sûr que en graphisme. La formation, ça peut être aujourd'hui vous faites une formation en graphisme, demain vous faites une formation pour créer un site internet, après-demain vous faites une formation pour travailler le référencement de votre site, par exemple. Voilà, hein, c'est la formation de toute façon, ça permet d'apprendre de nouvelles choses, de se spécialiser dans un domaine ou d'apprendre des nouveautés ou d'avoir une certification. Il y a deux façons d'exercer le métier de graphiste. Le graphiste peut être salarié dans une agence de communication, un studio de création, une maison d'édition ou être travailleur indépendant en freelance. Le graphiste salarié, ça amène donc la sécurité de l'emploi. Donc, il y a un contrat de travail. Ça peut permettre d'agrémenter son portfolio et ça permet de travailler en équipe avec d'autres graphistes ou d'autres professionnels de la communication. Et on a le graphiste indépendant. Là, par contre, ça permet d'organiser ses missions et son temps de travail comme on le souhaite. Et par contre, on travaille seul. Donc, il y a vraiment ces deux types de graphistes. Ça va dépendre du caractère de chacun. Ça va dépendre de si la personne elle est capable, voilà, de gérer un peu ses projets seule. Si elle a envie de travailler seule. Alors, travailler seule, ça veut pas dire ne voir personne parce que on voit des clients. Voilà, on parle quand même avec des personnes. On n'est pas totalement seul. Mais par contre, on n'a pas des collègues au quotidien. Après, il existe aussi vous pouvez louer des bureaux avec d'autres indépendants et du coup, ça vous permet d'avoir une vie peut-être un peu plus sociale, mais ça dépend de chacun. Moi, je sais que j'aime beaucoup travailler seule, bon, même si je vois des gens au quotidien entre mes clients et les apprenants, mais j'aime bien travailler seule. Ça me dérange pas de ne pas avoir de collègues de travail direct. Donc ça, vraiment, ça dépend de chacun, mais c'est important de le savoir. On peut être graphiste salarié ou graphiste indépendant. Je m'excuse d'avance, j'ai fait une faute sur graphiste salarié. Avoir une certification ou diplôme n'est pas obligatoire pour exercer à son compte. Comme je vous le disais précédemment, rien n'est obligatoire. Par contre, ça permet une plus grande légitimité et un tarif plus élevé. Ça, c'est également un argument. Donc, moi, je vous conseille, du coup, de faire une formation quand même certifiante. Alors, les questions à se poser avant de choisir, voilà, avant de choisir sa cible de client ou avant de savoir si on veut être salarié ou indépendant et si on veut être graphiste déjà. Donc, suis-je attiré par le graphisme, la création ou le design? Ai-je un profil plutôt créatif ou technique? Sur quel type de projet ai-je envie de travailler? Est-ce que je souhaite être indépendant ou en poste? Quel type de client est-ce que je souhaite? Dans quelles entreprises ai-je envie de travailler et combien de temps puis-je accorder à une formation? Donc ça, c'est vraiment toutes les questions à se poser. Et il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, oui, on cotise à la formation professionnelle. Donc, on a un budget, que ce soit par mois ou par an. Voilà, ça dépend en fait des organismes de financement. Mais ça, il faut le savoir. Quand on est indépendant, on cotise à la formation justement pour pouvoir mettre à jour régulièrement nos connaissances. Maintenant, on va parler de l'intelligence artificielle qui est arrivée du coup notamment sur Photoshop. Alors donc, les outils d'intelligence artificielle en création graphique sont arrivés sur le marché. Donc ça peut faire peur, mais vous allez voir, ça peut être aussi avantageux. Il peut y avoir du positif. Donc l'intelligence artificielle sur Photoshop, c'est surtout
ça génère en fait automatiquement des images. Par exemple, on va pouvoir faire un montage plus facilement. Notamment sur Photoshop, il y a la reconnaissance en fait au niveau du texte. C'est-à-dire que par exemple, on va ouvrir une image, la personne elle est en train de manger un hamburger. Désolée Léopoldine, mais je parle encore de nourriture. Mais la personne est en train de manger un hamburger. Vous avez envie de changer son hamburger et de mettre une pizza à la place. L'intelligence artificielle, ça va vous permettre de faire ça simplement en écrivant pizza dans un onglet, tout simplement. Donc, pourquoi ça peut être positif? Parce que ça peut permettre de gagner du temps et de toucher une gamme de clients plus large. Donc, peut-être faire un peu plus de projets vu qu'on va gagner du temps. Et ça permet aussi d'enrichir sa créativité. Des fois, le fait de générer des choses comme ça automatiquement, ça peut nous donner des idées. On peut dire ah ben tiens, Photoshop il a fait ça tout seul, ben c'est quelque chose que j'aurais pu faire, quelque chose à laquelle j'ai pas pensé. Donc ça permet de réaliser des projets encore plus uniques et originaux grâce à une imagination débordante. Donc voilà, donc il faut pas voir que le négatif dans l'intelligence artificielle. Il y a quand même du plus. Et il faut savoir aussi que c'est pas parce que l'intelligence artificielle arrive sur Photoshop ou sur les logiciels Adobe que tout le monde va se ruer dessus. Parce que quand même, les logiciels, ils ont un coût. Et je le répète, il faut une formation pour les maîtriser. Donc pour moi, on ne devrait pas trop avoir peur de cette intelligence artificielle. Il faut justement prendre le positif et mettre de côté le négatif. Donc, mon conseil, ça serait intéressez-vous à l'intelligence artificielle sans le craindre. Et voilà, c'est terminé. Donc, du coup, la présentation est terminée. Si vous souhaitez, bien entendu, découvrir WebMyDay, vous pouvez scanner le petit QR code qu'il y a juste ici, ou alors vous rendre sur le site WebMyDay directement, ou bien prendre contact avec Léopoldine. Pas avec toi, ça. Je suis pas les dossiers de financement, toi, en ce moment, Candice. Merci beaucoup, Candice. C'était hyper enrichissant. On a vu énormément de choses. Il y a quelques questions en attente. Tu as encore 6 minutes à nous accorder. Oui, bien sûr. Tout. Alors, on a une première question. À la limite, je vais peut-être pouvoir la prendre avec toi. C'était Mylène. C'était au moment, tu sais, de ta grille où tu présentais tous les métiers là avec web designer, illustrateur, Oui, etc. Donc, Mylène a su la formation WordPress chez WebMyDay. Elle est dans le module 1 et elle est donc dans le module UX, UI designer. Nos fameux copains. D'ailleurs, Mylène, si jamais j'ai fait un webinaire, moi, il y a 2 semaines sur la différence entre tous ces métiers-là. Donc, vous pourriez peut-être y jeter un coup d'œil, peut-être que ça vous aiderait. Et du coup, Mylène nous dit, dans le cas du web designer, pour reprendre le cours, donc le web designer, il fait la bouteille de ketchup, UX, donc la structure, et non pas sa présentation UI, les couleurs, le visuel, la peau. Donc, effectivement, si on vulgarise rapidement, l'UX designer, il fait le squelette. L'UI designer, il fait la couleur de la peau, la couleur des yeux, la forme des cils. Et donc ça, c'est 2 métiers hyper distincts, mais c'est ce que j'expliquais dans mon webinaire. Il n'y a que en agence qui Publicis qu'on distingue vraiment ces deux corps de métier. La plupart du temps, ils bossent ensemble. Et entre ces 2 métiers-là, on va avoir le web designer qui, lui, va avoir une réflexion moins poussée sur la partie UX, va pas faire d'A/B testing, va peut-être moins faire de bêta test, etc. Mais il va proposer, de par ses connaissances, son expérience, etc., une maquette générale du site internet. Ceci étant dit, tout. Alors, il y a beaucoup de questions pour toi après, Candice. On a Fernanda qui nous demande comment apprendre à faire des factures, des devis, comment savoir faire ses prix quand on se lance en graphiste freelance. Alors, comment savoir faire ses prix? Alors ça dépend. Déjà, il faut analyser le marché. Donc, il faut analyser un petit peu ce que les autres graphistes font au niveau du secteur géographique. Parce que, par exemple, dans le nord de la France, enfin, notamment en région parisienne, les prix risquent d'être un peu plus élevés que je sais pas, par exemple, dans l'Aveyron. Au hasard, hein? Au hasard. Au hasard. Donc ça déjà, il faut s'intéresser au marché en fait, quels prix sont appliqués par d'autres graphistes. Et après, ça dépend en fait, il faut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire
combien tu veux gagner par mois. Enfin, parce que si tu te mets à ton compte, c'est pas pour rien gagner non plus. Donc voilà, t'as quand même des besoins, t'as quand même donc en fait, il faut aller par là. Et ensuite, tu vas calculer un petit peu ton taux horaire journalier. Et ensuite, tu vas calculer en fonction du projet que le client te demande combien de temps tu vas mettre. Et ensuite, ben, tu multiplieras ton taux horaire par par le temps passé. Ça, je t'explique en gros, mais ça va dépendre en fait du projet. Des fois, tu peux faire aussi des forfaits. Par exemple, des forfaits en fait prestations. Par exemple, pour la création d'un flyer, c'est comme ça. Pour l'identité visuelle, des fois, t'es pas obligé de faire au temps passé, mais tu peux faire au forfait. Logo plus charte graphique, et c'est pareil pour tous les clients. Ça dépend vraiment de chacun, de chaque graphiste, comment il a envie de procéder. Mais grosso modo, c'est ça en fait. Il faut savoir combien tu as envie de te dégager de salaire par mois. En restant cohérent, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut d'abord analyser les prix. Il faut pas être au-dessus du marché parce que sinon tu n'auras pas de clients, mais il faut pas être trop bas parce que sinon les gens ils vont se demander mais pourquoi c'est si bas. Un tarif bas, ça peut ne pas trop faire professionnel. Le client il peut se dire oula c'est trop bas, c'est en gros du discount. Voilà. Comment le client peut réagir. Et pour ceux que ça intéresse, là, j'ai mis dans le chat petite auto-promo pour le prochain webinar qui est la semaine prochaine, donc jeudi prochain, même heure, où on va vraiment traiter ce sujet. Alors, pas spécialisé sur les graphistes, mais spécialisé sur les freelances en général. Et on va rentrer un peu plus dans le détail pour ceux qui ont perdu Candice sur le mot TJM, taux horaire journalier. On va rentrer vraiment en détail sur toutes ces définitions-là et sur comment est-ce qu'on le calcule. Effectivement, ce que tu disais, Candice, hein, le marché, combien toi tu veux gagner, à quelle cible aussi tu t'adresses, tout le monde n'a pas Voilà. les mêmes budgets. Donc ça, c'est Emilien qui sera là, qui est le fondateur de Super Indep, qui a lui-même été freelance pendant plus de 10 ans. Donc ça va être super bien. Je vous ai mis le lien si jamais vous voulez vous inscrire. On a une question de Richard sur la partie Adobe logiciel qui demande s'il y a une solution à l'achat plutôt que l'abonnement. Légalement, non. Non, plutôt que l'abonnement, non. Il y a pas de enfin, légalement, sincèrement, il n'y a pas de solution. Par contre, on n'est pas obligé de payer mensuellement. On peut payer annuellement. Il me semble que c'est moins cher. Après, l'inconvénient, mais bon, après, quand on est indépendant, on s'en sert tous les jours, tous les mois. Donc, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que si on prend l'abonnement annuellement, on peut pas l'arrêter en cours d'année. En fait, on paye d'une traite et l'abonnement est valable pour l'année. Après, si on prend mensuellement, on peut l'arrêter à tout moment. Voilà. Une fois le mois terminé, on peut l'arrêter. Mais non, il n'y a pas de fait. Légalement, si on veut prendre vraiment la licence, on peut pas l'acheter. C'est sous forme d'abonnement. Et moi, je me permets la touche illégale. Je sais qu'il y a plein de gens qui les achètent sur Cdiscount et ils en sont contents. Alors, je ne me fais aucune illusion sur le fait que ce sont des versions craquées vendues 10 euros. Mais voilà, sachez que ça existe. Je vous donnerai pas le lien parce que je veux pas vous traîner dans les mauvaises passes, mais sachez que ça existe. On a Fernanda en réponse à sa question sur la partie tarif et devis qui nous demande est-ce que c'est à voir sur les sites tels que Malt ou Fiverr. Et ouais, c'est un super bon réflexe. Il y a ComeUp aussi, le troisième copain. On a invité Fiverr et ComeUp nous pour nos apprenants qui sont venus intervenir et les deux ont dit exactement ça. Prenez notre plateforme aussi comme un A/B testing de vos prix, de la concurrence et des offres. Tu parlais de paquets aussi, Candice, le logo et la charte graphique, le logo et le site web, par exemple. Et vraiment, eux-mêmes le disaient, utilisez notre plateforme comme ça, comme A/B test, de vos offres, quoi. Alors, je continue. On a Florence qui te demande, est-ce qu'il faut une imprimante professionnelle pour commencer en freelance? Alors, pas forcément, tout dépend en fait, tout dépend ce que tu veux faire exactement et ta cible. Je m'explique. Il y a des graphistes qui ne vont pas s'occuper de l'impression. Alors ça peut dépendre du statut. Par exemple, je sais que, alors il me semble, je connais un graphiste qui est artiste auteur et qui n'a pas le droit de facturer de l'impression. Donc lui, il n'a pas forcément besoin d'avoir une imprimante parce que tout simplement, il va faire la création, l'envoyer à son client
Et le client, lui, il va l'imprimer par ses propres moyens, il va choisir son imprimeur. Contrairement à moi qui m'occupe de l'impression. Moi, j'ai le droit de facturer dans l'impression dans mon statut d'entreprise. Donc, moi, je me suis acheté une imprimante. Alors, les critères, c'est... Enfin, quand je suis allée l'acheter, en fait, j'ai dit que je voulais imprimer beaucoup et que je voulais que ça imprime vite. Parce que si j'ai 50 pages à imprimer, il faut pas que ça mette trop longtemps pour imprimer. Donc, voilà vraiment les critères principaux pour choisir une imprimante. Après, de toute façon, il vaut mieux que, voilà, tu te fais conseiller par quelqu'un pour acheter ton imprimante. Mais si tu veux faire du print, je conseille d'avoir une imprimante pour pouvoir imprimer soi-même le projet et être sûr que ça correspond. Donc ça c'est un conseil que je donne. Après bon, tu peux avoir une imprimante classique, pas besoin d'avoir une imprimante professionnelle, pas besoin d'avoir les grosses imprimantes là, les gros blocs. Enfin, on peut avoir. Oui, Moi parce j'ai que une imprimante qui qu'on s'impose. clarifie, toi en tant que graphiste, t'imprimes pour voir un peu ce que ça donne, mais tu transfères tes fichiers à un imprimeur professionnel. Voilà, tout à fait. T'as pas un L'impression truc comme ça finale. chez toi. Non, non, l'impression finale, c'est quand même l'imprimeur qui la traite. Moi, j'imprime juste pour voir si ça correspond bien et j'aime bien en fait pouvoir voir le projet avant de l'envoyer à l'imprimeur. Mais t'as pas besoin d'une imprimante professionnelle comme il y a dans les grosses entreprises. Non, non, pas du tout. Hein. Hmm, ça marche. On a Priscilla qui est en formation chez nous. Alors, je ne sais plus, Priscilla, si vous avez déjà commencé en octobre ou si vous nous rejoignez pour novembre, qui demande, est-ce que vous conseillez de se lancer en freelance en même temps que la formation pour pratiquer encore plus les logiciels ou plutôt attendre la fin de la formation? Moi, j'ai Alors, plein d'avis là-dessus. alors, Vas-y, moi, Candice. moi, mon avis, ça serait d'attendre. Mon avis, ça serait d'attendre la fin de la formation pour se lancer en freelance. Pourquoi? Parce que la formation est quand même assez costaud, il y a pas mal de choses à voir, en sachant que tout ce que vous faites durant la formation, tous les projets, ils peuvent être mis dans un portfolio. C'est aussi le but en fait de la formation, c'est de pouvoir créer et c'est des choses que vous pouvez montrer par la suite. Vous pouvez le mettre sur votre site internet, même si vous dites que ça a été réalisé dans le cadre d'une formation, c'est pas grave, c'est quelque chose que vous aurez fait par vous-même. Donc moi, je conseillerais, si c'était moi, de faire d'abord la formation, de me concentrer dessus, d'apprendre à utiliser les logiciels, à poser toutes les questions et ensuite me lancer petit à petit. Parce que la formation est prenante, quand on se met à son compte, c'est très prenant, il y a beaucoup de papier et j'ai peur que de faire les deux choses en même temps, ça puisse freiner d'un côté ou de l'autre. Je sais J'ai pas un ce que tu avis. Bah oui, oui, et en même temps, moi, j'aurais tendance à conseiller quand même, pas au début de la formation, bien sûr, mais tu vois, à 70% de la formation, à commencer à aller se friter un peu quand même à la vraie vie, aux vrais clients. Alors, vous pouvez aller sur Fiverr ou ComeUp, hein. Je sais que jusqu'à 5 000 € par an, vous n'êtes pas obligé d'avoir un statut. Donc, essayez de se friter quand même à un premier projet. Profitez du fait que vous êtes encore avec la formatrice pour lui poser vos questions, raconter vos galères de clients parce qu'on les connaît tous. Donc, moi, j'aurais tendance, je te rejoins sur le fait que c'est hyper prenant. Nous, on vous propose déjà 1 000 projets, 1 000 exos, etc. Donc, il faut faire cela en priorité. Mais c'est pas complètement idiot, un peu avant la fin, d'aller se friter un peu à la vraie demande, à un vrai brief client et de le traiter avec nous. Moi, je trouve que c'est intéressant. Je vois, Candice, tu me fais des gros yeux. Non, 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 pas du tout, mais ça peut être fin. Ça va dépendre des personnes, mais Ça dépend du temps aussi, hein. Évidemment, voilà, si vous avez engagé la reconversion pro et que vous êtes mis à fond sur les 3 mois là-dessus, vous avez le temps. Si vous êtes encore en poste et que vous cumulez votre emploi actuel, notre formation, enfin ou une autre, et que vous essayez d'aller choper des premiers clients, je donne pas long de vos nuits. oui, Donc oui, ça voilà, dépend aussi, voilà, de la c'est plus par situation. rapport à ça que je disais ça. Mais en effet, si la personne elle se consacre uniquement à la formation, qu'elle a le temps de faire quelques projets à côté, oui, ça peut être intéressant. Alors, Candice, je te pose encore 2 questions et après je te libère. J'ai Sophie qui nous demande pourquoi vous parlez tous de freelance pendant 5 ou 10 ans de votre formateur, c'est que le métier en freelance ne marche pas suffisamment. Je suis peut-être qu'il manque un mot. Je suis pas sûre d'avoir compris. Sophie, si vous pouvez peut-être clarifier, sauf si toi, Candice, tu vois ce qu'elle veut dire. Non, pas trop. Ah, ah bah, elle est en train d'écrire. Bah, on va attendre qu'elle clarifie pour être sûr de ne pas répondre à côté. Et on va prendre Fernanda, bah, justement, qui dit, vu que je souhaite garder mon métier actuel et faire en même temps du graphisme, quel site fiable est-ce que je peux aller voir pour
me renseigner au niveau des heures que je peux faire en étant déjà en 35 heures? Euh, Bah, moi, j'aurais tendance à répondre parmi les trois, là, Fiverr, ComeUp, Malte. J'aurais tendance à vous recommander Fiverr et ComeUp pour une raison très simple. C'est que Fiverr et ComeUp, quand on commence comme ça, qu'on tâte un peu le terrain, on vend une presta qui est paquée dans un prix, voilà, où il va être plus difficile enfin, de sortir des heures, entre guillemets. Alors que sur Malte, vous vous vendez vous en tant que prestataire. Donc, en fait, peut venir à vous quelqu'un sur un boulot qui va durer 6 mois, comme quelqu'un qui a juste besoin d'un petit logo. Et donc, ça va être plus difficile de jongler entre les deux. Donc, si vous êtes en train de tâter le terrain, et encore une fois, autant CoMap que Fiverr le présentent comme ça, ces plateformes me semblent plus adaptées et plus rapides aussi. Tout. On a Sophie. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas vivre en freelance en ajoutant des heures de formateur. Ah, je crois que j'ai compris la question. Je pense qu'elle demande si le métier de freelance marche bien sans devoir être formateur en plus, si j'ai bien compris le sens de la Ah, question. peut-être. Oui, c'est Ah, ça. c'est ça. Bah, j'ai envie de te dire oui, parce que tous les graphistes sont pas formateurs chez nous, heureusement. Oui, oui, c'est ouais, c'est ce que j'allais dire. Formateur, tout le monde peut pas le faire. Hein. Il faut voilà, il faut être pédagogue, il faut être ci, il faut être là. Donc, et puis ça intéresse pas tout le monde en plus de ça. Hein. Moi, je sais que voilà, il y a des personnes qui me disent, moi jamais je pourrais être formatrice. Voilà, ça prend beaucoup d'énergie. Voilà, c'est quand même voilà, c'est quand même aussi un métier. Voilà. Donc, non, tous les graphistes ne sont pas formateurs. Par contre, comme je disais précédemment, on n'est pas obligé de faire que du graphisme. On peut aussi proposer la création de sites, du community management, de l'illustration à côté. C'est ce que je disais, que je recommande pour pouvoir allier vraiment deux prestations et puis pouvoir les combiner. De toute façon, quand on est à son compte, c'est pas parce que personne n'arrive à en vivre et trouve pas assez de missions, c'est aussi pour son développement à soi, hein. On a envie de toucher à d'autres choses, on a envie de travailler de différentes façons. Toi, Candice, tu as eu envie de faire de la formation. Il y en a qui ont envie de faire de l'illustration, il y en a qui ont envie de faire du copywriting, il y en a qui ont envie de bosser en agence la moitié du temps et l'autre moitié en freelance pour aider des indépendants. Enfin, il y a au-delà de la partie financière, il y a aussi une envie de voir d'autres typologies de projets. Après, effectivement, la partie formation, quel que soit le métier hein, que vous envisagez, est une bonne façon de diversifier à la fois votre façon de travailler, parce que faire une formation et faire une prestation, ça n'a rien à voir, et aussi une bonne façon de diversifier vos rentrées d'argent. Les organismes de formation, on peut vous apporter aussi la sécurité, en fait, une espèce de mensualisation où vous recevez un nombre d'élèves par mois. Donc, c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes professionnelles du métier se sont tournées vers la formation, parce que c'est aussi une sécurité de revenus. Exactement, c'est la sécurité dont je parlais pour le graphiste salarié. Il y en a qui voilà, qui veulent rester salariés parce qu'ils ont besoin de cette sécurité que forcément on n'a pas en tant qu'indépendant. Mais ça on le sait tous, mais c'est autre chose. Et comme dit Léopoldine, ben peut-être des fois pour avoir une sécurité quand on démarre ou parce qu'on aime la formation, ben on peut se tourner voilà vers ça. Mais ça va Comme dépendre de on peut chacun. se tourner vers une agence et signer un contrat annuel avec elle où tu bosses 2 jours par mois. Beaucoup le font, plus en marketing digital, en consultant SEO, des choses comme ça qui ont une vraie besoin de récurrence. C'est vrai qu'en graphisme, c'est un peu moins le cas parce que le besoin de récurrence est quand même moins présent que sur un consultant SEO, par exemple, qui toutes les semaines doit rebosser ton truc, quoi. Alors, je traite la question de Marjorie qui nous l'avait déjà posé dans les questions. Je suis désolée, Marjorie, elle est passée à la trappe. Elle nous demande est-ce qu'il est possible d'obtenir une attestation de stage après la formation? Alors, je suis pas sûre de ce que vous entendez par attestation de stage. À la fin de la formation, vous avez une attestation de complétion de la formation et vous avez une, voire deux certifications si vous avez réussi l'examen. Par contre, si vous parlez de stage dans le genre stage en entreprise, vous ne pouvez pas faire de stage en entreprise à l'issue de la formation, enfin, en tout cas à l'issue de la nôtre, à l'issue des formations professionnelles, parce que les stages en entreprise, c'est à l'issue de parcours diplômants. Donc type RNCP, c'était la troisième case de Candice tout à l'heure. Ouais, non, stage en entreprise. Après, il y a des solutions. On est en train de nouer doucement des partenariats avec, mais c'est assez flou comme notion, qui vont vous faire une convention de stage moyennant je sais plus trop quoi pour vous permettre de partir en stage. Mais parce qu'effectivement, normalement, après tout ce qui est formation professionnelle, on peut pas faire de stage. C'est vraiment plutôt pour les parcours diplômants, les écoles en fait. Nous, on reste organisme de formation. Eh bien, peut-être qu'on va te libérer, Candice. On t'a gardé 1h20. J'espère que ça va. Bah, ça va, il n'y a pas de souci. Hein.
En tout cas, merci beaucoup. C'était hyper enrichissant. On a vu beaucoup de choses. Merci à vous tous. Vous avez été géniaux. Franchement, vous avez été hyper proactifs, plein de questions super intéressantes. On a pu avoir un échange hyper sympa. Je vois que vous êtes beaucoup à vous être inscrits pour celui de jeudi prochain sur le freelancing. Ben, je suis très contente. On va avoir le même public. Je suis ravie parce que vous avez été un super public. Merci beaucoup. Le replay sera sur YouTube cet après-midi normalement. Et puis, bah, du coup, j'espère vous voir nombreux au jeudi prochain sur la partie freelancing. Merci en tout cas, Léopoldine, de m'avoir conviée à ce webinaire et merci à tous d'avoir participé. C'était super sympa. Merci beaucoup. Merci à tous. À jeudi prochain.